Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'animalité. 6 interprétations humaines. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Christophe Rouart, La vérité chez Alasdair MacIntyre 2011. Salvatore Grandone, Lecture phénoménologique de Mallarmé, 2011. Franck Robert Merleau-Ponty Whitehead. Le procès sensible, 2011. Nicolas Roberti, Raymond Abellio, 1944 à 1986. La structure et le miroir, 2011. Nicolas Roberti, Raymond Abellio, 1907 à 0944. Un gauchiste mystique, 2011. Dominique Château et Père Salabert, Figure de la passion et de l'amour, 2011. François Hetzig, Henri Bergson et la notion d'espace, 2011. Ruth Welton, Phénoménologie du Dieu invisible, traduction de l'anglais de Sylvain Camilleri, 2011. Marc Durand, Ajax, fils de Télamon. Le roc et la fêlure, 2011. Claire Lahuerta, Humeur, 2011. Jean-Paul Charrier, Le temps des incertitudes. La philosophie captive 3, 2011. Jean-Paul Charrier, Du salut au savoir. La philosophie captive 2, 2011. Jean-Louis Bischoff, Lisbeth Salander. Une icône de l'en-bas, 2011. Jean-Ivar Linden, D. L'animalité. 6 interprétations humaines. L'harmattan. Couverture, Ulysse Aldrovandi. De Quadrupedibus solidipedibus, Centaure, Bononier 1639. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 968 5. EAN 9 782 296 549 685. Introduction. Il y a dans l'allégorie politique de Pasolini sur l'Italie moderne, Uccellacci et Uccellini, des oiseaux petits et gros, des scènes parallèles qui se jouent à l'époque de François d'Assise. Frère Cicilio Toto et son compagnon novice, Ninetto d'Avoli, comprenant le message de leur maître franciscain d'une façon naïve et littérale, veulent évangéliser les faucons et les moineaux. Ils se mettent en route oiseaux rapaces. Restent pourtant les moineaux qui, eux, ne semblent rien comprendre des gazouillements des moines. Le temps passe et les voix des deux frères frustrés deviennent de plus en plus aphones, mais seulement pour préparer la découverte décisive. Ce n'est pas avec leur voix que communiquent les moineaux, mais par leurs petits sauts sur terre. Commence un exercice de danse des deux moines accroupis, piaffant et imitant leurs interlocuteurs choisis, puis le ciel s'ouvre, les anges chantent Alléluia et la merveille de la compréhension réciproque entre moines et moineaux s'accomplit. L'incapacité de comprendre les animaux ressemble à cette cécité qui empêche de voir un médium différent de communication parmi les êtres vivants autour de nous. Les hommes ne savent pas bien sauter sur terre avec d'autres créatures qui restent pour la plupart seulement observables et donc peu compréhensibles. Une incapacité ne pose pas nécessairement un problème. Toute habilité d'une forme de vie est acquise aux dépens d'autres possibilités, et il n'y a donc rien de scandaleux dans les limitations de notre monde humain. Notre monde est notre manière d'être, et nous avons avec qu'il reste autour de nous une multitude d'êtres vivants qui ne nous échappent pas tous de la même façon. Dans la nature, il y a ceux qui nous sont plus proches,
les êtres vivants en général et en particulier ces êtres que nous appelons animaux. Parmi eux, quelques-uns nous inquiètent et nous fascinent par leur similitude, et suscitent de profonds doutes concernant la différence prétendument radicale entre hommes et bêtes. Il est incontestable que le monde humain, avec toutes ses expressions plus ou moins familières, possède pour l'être humain un statut particulier. Mais ce qui est beaucoup moins clair, c'est l'origine de ce trait et comment il faut le situer dans le cadre d'une théorie générale du monde. Sur le plan théorique, il y a eu dans la tradition occidentale moderne un rejet du statut herméneutique des animaux. Un animal était longtemps un être avec lequel on ne pouvait communiquer et si les bêtes semblaient parfois sentir et penser quelque chose, c'était grâce à nos projections. Les pires exagérations de cette idéologie mécaniste du vivant n'ont heureusement pas su s'imposer face aux rapports persistants des éleveurs, des propriétaires d'animaux de compagnie, des chasseurs, mais aussi des éthologues avec leurs connaissances animées. L'idéologie dominante reste cependant toujours assez loin de toute idée d'une herméneutique de la nature. Il y a ici une ontologie implicite qui surpasse par ses dents le constat suivant. Les êtres que nous ne comprenons pas et qui ne nous comprennent pas, ne comprennent rien du tout. Dans ce contexte, il devient crucial de s'interroger sur la frontière homme-animal et le rôle naturel de l'homme. La question concernant l'animalité humaine est souvent abordée à partir de la critique darwinienne du mythe biblique de la création. Cette perspective reste partielle dans la mesure où il y avait dès les débuts de la culture humaine une conception de l'être humain comme un animal parmi les autres. La tradition a longtemps voulu concevoir les animaux au sens propre du mot, c'est-à-dire comme des êtres animés, l'âme, anima, étant le principe de la vie chez l'homme et chez tout autre être vivant. Cette ambiguïté psychozoologique est au centre du présent recueil. Dans la tradition aristotélicienne, l'homme est conçu comme un animal rationnel ou parlant. Le fait que déjà Aristote, mais en particulier les aristotéliciens du Moyen Âge, ont ajouté un trait divin à cette animalité, ne peut cacher la tension énorme entre le statut naturel de l'anthropos aristotélicien et la vision de l'homme en tant qu'image de Dieu, si fondamentale dans la théologie monothéiste. 4 contributions dans ce recueil prennent comme point de départ la conception aristotélicienne de l'être humain. Dans le texte de Françoise d'Astur, l'idée d'une animalita humaine est critiquée à partir de la pensée heideggerienne. Pour le psychiatre Thomas Fuchs, l'homme en tant qu'animal politique et l'homme en tant qu'animal rationnel pose le fondement d'une analyse du caractère social de l'expérience corporelle de l'enfant. Dans ma propre contribution, j'essaie de repenser le rôle de l'animalité humaine sans adhérer ni à un biologisme réductif, ni à l'idée d'une position métaphysique de l'être humain. Jean-Louis Labarrière donne un résumé de toutes les déclinaisons de la pensée aristotélicienne sur l'animal humain, et montre un Aristote assez loin des interprétations schématiques de la métaphysique de l'esprit. Chez Jean-Philippe Millet, l'héritage grec est présent d'une autre manière et son texte se lit comme l'ébauche d'une synthèse des courants anciens et modernes de la philosophie de la nature. Les implications inquiétantes pour la conception de la subjectivité qui entraîne le regard animal sur l'homme sont approfondies dans une interprétation de Derrida, signée Jean-Luc Guichet. Comment concevoir le fait qu'un animal particulier possède son monde propre? Comment concevoir en général les rapports entre les mondes différemment déterminés dans la nature? Quel est le sens précis du fait que nous avons parfois la possibilité non seulement de donner des explications externes, mais aussi de comprendre de l'intérieur les autres êtres vivants? On a souvent tendance à voir dans l'attitude compréhensive envers les animaux une projection des caractéristiques humaines sur les bêtes. La notion de projection de l'apport projectif dans le domaine herméneutique. Comme Hans-Georg Gadamer l'a démontré, tout acte de compréhension présuppose des attributions préliminaires qui donnent à l'autre ça l'attribution d'état psychique aux animaux. Mais les réponses et le sens du rapport avec la nature varient bien sûr avec le caractère de questionnement. À travers toutes ces déclinaisons, la mise en rapport avec l'altérité du vivant reste ancrée dans l'histoire de celui qui en a eu et en aura toujours besoin. L'homme peut avoir des réponses de la physis comme il est lui-même physiomorphe, conforme à la nature. Le problème n'est donc pas tant l'anthropomorphisme dans notre rapport avec les autres êtres vivants, mais la version ethnocentrique et idéologique de celui-ci, l'anthropocentrisme.
La légitimité d'une attribution s'évalue à travers la valeur de ce qu'elle donne, en tant que réponse et conséquence. Cette évaluation est quasiment impossible à faire en général, même si une idéologie scientiste le suggère en limitant la connaissance légitime à ce qui est conforme à une perspective réglée par l'esprit de contrôle. Les sciences méthodologiques ont bien montré leur puissance, mais celle-ci n'est qu'une forme très particulière de l'expérience et ne peut d'aucune manière avoir le monopole de l'empirie. Dans ce contexte, l'expérience des autres êtres vivants prend un sens philosophique qui concerne l'essence même de ce qui est. Si bien que l'accès au monde qui nous entoure dans l'expérience l'altérité du vivant serait-il décisif pour nos possibilités de soutenir des jugements ontologiques d'une validité plus qu'humaine, et inversement, le manque d'accès nous forcerait à réhabiliter l'idée socratique d'une conscience de notre propre ignorance, d'une ignorance savante. L'histoire est pleine d'évidences de la fascination de l'homme pour les bêtes. L'animisme religieux, les fables, les contes, les cirques, les zoos et les rapports étroits entre éleveurs et animal, entre chasseurs et proies, sans oublier les mouvements des droits des animaux d'aujourd'hui. Ces derniers disent la détresse que suscite chez l'humanité son propre rôle dans un monde devenu de plus en plus uniforme et manquant cruellement d'une altérité du vivant, c'est-à-dire d'une réalité qui n'est pas seulement un objet ou une matière à mieux déterminer, mais une autre façon d'être, élusive et est au centre de l'ouvrage présent. Jean-Ivar Linden. Jean-Philippe Millet. Entre individuation et spéciation, les temps de l'animalité. Héraclite était dans le vrai, nous ne sommes pas des choses, un univers de propension. Ce mot vie, comme cela s'est fréquemment produit depuis les temps anciens dans la pensée occidentale, nous le pensons ici de manière tellement ample que son horizon de sens recouvre celui du mot être. Heidegger, la dévastation est latente. L'animal est doué d'un mouvement spontané contingent, parce que sa subjectivité est un temps libre, Freie Zeit, qui soustrait à la réalité extérieure se détermine spontanément suivant sa contingence extérieure sa place dans l'espace. Hegel, précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Cela est fort beau, mais j'ai du mal à croire que je descends d'une morue. Voltaire. Je me propose de comprendre l'animalité sous l'horizon du temps, en travaillant les notions d'individuation et de spéciation, et leur rapport. Pourquoi individuation et spéciation, plutôt qu'espèce de caractère stable et transmissible du vivant, donne lieu à l'opposition de deux conceptions. La première, c'est l'essentialisme, qui attribue la réalité du vivant à l'espèce. Le problème, c'est qu'il faut bien rendre raison des individus. S'il y a des idées et des choses, il faut fonder leur rapport dans une nouvelle idée et le rapport entre les trois termes dans un quatrième, etc. C'est l'argument du troisième homme. Pour éviter cela, le nominalisme réduit l'espèce à un. C'est l'individu qui existe, en qualité de sujet ou de support de propriété distribué sur une collection ou sur un collectif. Mais alors, de quoi y a-t-il réalité ? Comme on le sait, Aristote avant même le nominalisme tente une percée géniale. L'universel existe en puissance et s'actualise dans l'individu. Mais c'est reconduire le problème, car c'est bien sa forme qui fait sa réalité. Comme la biologie a la chance de s'inscrire dans une tradition pas trop soucieuse des essences, le mérite d'une reformulation du problème échoua au XXe siècle, à la théorie synthétique de l'évolution. L'espèce désigne une population interféconde, formant un isolat reproductif, par l'intermédiaire d'un système de reconnaissance, c'est-à-dire d'une signalétique responsable de l'accouplement entre individus. La population n'est pas une multiplicité soumise à la loi invariante de l'espèce, c'est la population qui est un prédicat de l'espèce. Ce n'est pas l'espèce qui explique la formation de la population, c'est l'inverse. De là, la mobilité de ses frontières. L'espèce est une variété, c'est une coupe synchronique sur un devenir. Elle se constitue comme le moment d'une variation. Son identité, c'est l'unité d'un déploiement, elle se stabilise comme phase d'un devenir. Cela implique qu'il n'y aurait pas d'espèce si la variation était continue. Outre l'interfécondité, l'isolement et la forme de l'espèce, c'est la formation. La réalité de l'espèce, c'est la spéciation. Et dès lors, l'individu ne peut être un donné, ce n'est plus le totti aristotélicien. La réalité de l'individu, c'est l'individuation. Comme individu d'une population ou d'une variété, il serait plus juste de dire, d'une variation, sa constitution dépend d'une individuation, elle est une individuation. Inversement,
La mobilité des frontières de l'espèce est liée aux écarts d'individus mutants. La viabilité de la mutation se laisse reconnaître à travers la spéciation, c'est-à-dire à travers la formation d'une nouvelle lignée. Il y a là un cercle, mais il ne joue pas seulement entre individuation et spéciation. La formation d'une lignée, c'est aussi une individuation. Une lignée est individuée par rapport à une autre lignée. Le cercle joue entre deux niveaux, deux échelles, au moins, d'individuation. Le temps est d'avance impliqué en cette circularité. Mais on ne l'entende du temps, on réactivera trois vieux mots grecs. Kairos, le temps de faire ceci ou cela, temps des choses à faire, temps opportun, instant propice. Aion, le temps du surgissement de l'émergence de la venue, de l'arrivée, comme venue, arrivée inépuisable. La locution toujours déjà, dit lourdement et pourtant aussi adéquatement que possible, son éternité. Chrono, la chaîne des instants. Chrono n'est pas la durée, ni sa mesure. La durée est déjà dans l'instant, comme sa propre extension. L'instant est d'emblée duré, il a un caractère de phase. Dès lors, si kairos du temps, chrono aion sa pure forme. Le temps comme tel, la pure possibilité du surgissement ou le surgissement comme le possible. Et le possible est possible d'avance, ce que dit la locution toujours déjà. Forme, contenu, ordre, ces trois prédicats du temps scandent le déploiement du possible, sa possibilisation. Et dès lors, le temps est sur le mode de l'instant chaque fois. Nous appelons occurrence le contenu du temps. Et c'est à l'occurrence animale que nous nous intéresserons. Occurrence de l'animalité, rapport de l'animal à l'occurrence. Mais parce que l'occurrence actualise, chaque fois en sa singularité le possible, la forme du temps, il y a toujours plus d'une occurrence, la singularité de l'occurrence suppose toujours la fréquence d'une réitération et sa négation. Comprendre la spéciation, c'est comprendre l'enchaînement des occurrences, comment elles peuvent former des séquences, comment ces séquences peuvent s'articuler. Comprendre la spéciation, c'est comprendre la possibilité d'un récit. Le cercle individuation-spéciation doit apparaître comme le jeu de Aion à travers Kairos et Chrono. Et ce jeu en tant qu'U'-Aion même doit jouer entre les trois termes, comme leur rapport ou leur médiation. Mais c'est de l'animalité qu'il s'agit. De Zoé, dont nous savons qu'elle s'étend à tout ce qui vit, y compris les végétaux et les dieux, s'il y en a. L'animal, au sens restreint, est usuellement caractérisé par sa mobilité kinesthésique et son système nerveux. Ces traits le distinguent du végétal. On ne demandera pas « qu'est-ce que l'animal ?» mais « quand l'animal apparaît-il » ou mieux « quand l'animal ?» Et on cherchera à mettre en évidence le rapport au temps, au quand, à le faire apparaître comme un moment de l'animalité, tiers petite ou grosse, sans présumer de la bestialité de la dite bête. S'il y a une temporalité de l'animal, il y a un séjour animal, un ethos. Une ipséité animale enracinée dans une puissance d'auto-hétéro-affection, un monde animal, c'est-à-dire des mondes de leur surgissement, et un apparaître, de l'ordre du faire signe. On mettra l'accent sur le premier trait, les autres n'étant qu'esquissés. Quand l'animal ? Le genre, dit Hegel après Aristote, se réalise à travers l'individualité, à laquelle il est uni idéalement d'eux. Comprenons qu'il existe de manière chaque fois singulière. La singularité d'une existence, c'est la singularité du temps de cette existence. L'existence est son temps, l'individu est son déploiement. Le temps de l'animal, c'est l'individuation. En elle, le genre se donne forme, en elle s'annonce une spéciation. K. Popper demande 3. Comment un précurseur de l'œil, c'est-à-dire de la structure et de la fonction oculaire, a-t-il pu se former chez les bactéries ? Sa réponse est apparemment bergsonienne. Avec l'œil, avec la double invention de la photosensibilité et du phototropisme, la bactérie résout un problème avec la lumière. Elle se dirige vers la surface de l'eau d'après la lumière. Elle s'expose à la lumière, elle se nourrit de lumière et elle augmente son adaptation à son environnement. Ainsi, l'évolution se présente-t-elle comme une succession d'essais et d'erreurs. Popper forme une hypothèse et une conjecture. L'hypothèse, c'est que tout organisme a tendance à explorer son environnement. La conjecture, c'est que après une série d'échecs, la tentative d'exposition de la bactérie à la lumière réussit, grâce à l'invention d'une réponse chimique appropriée. À cette réponse est liée la connexion organique entre la surface sensible à la lumière et l'appareil locomoteur de la cellule. L'évolution, sous la double modalité de l'adaptation et de l'invention de nouvelles voies,
esquisse une théorie de la sélection qui repose sur l'attribution à l'organisme de comportements intelligents à toutes les phases de l'évolution, et par conséquent, dès l'apparition des premières formes de vie cellulaire. Karl Popper passe tout près de l'individuation comme temps de l'animalité, et la manque, parce qu'il commence par se donner ce qui est en question. La bactérie comme sujet d'une transformation, l'environnement et l'évolution. Le problème, c'est que ni la bactérie ni l'environnement ne sont les mêmes avant et après la rencontre de la lumière. Ce qui arrive, ce n'est donc pas un accident qui survient à un sujet prédonné, qu'on l'appréhende au niveau de l'individu ou de l'espèce. Ce qui arrive, c'est une rencontre. C'est un nouvel environnement qui n'existait pas avant cette rencontre. Le surgissement de l'animal, c'est la rencontre de l'organisme et de l'élément, en l'occurrence, la lumière, mais par là même c'est l'environnement composé du double rapport à la lumière et à l'eau. Qu'en est-il du temps de cette rencontre? Et en quoi est-il constitutif d'une individuation? Quelques bactéries s'exposent à la lumière et convertissent le danger en ressource. On pourrait dire, elles saisissent l'opportunité de cette rencontre pour optimiser leur adaptation à l'environnement. Mais cela revient encore une fois, à présupposer l'environnement et qualité de sujet. Si l'on veut éviter ces présupposés, il faut dire, la rencontre est opportune parce qu'elle a lieu. La rencontre est opportune en tant que rencontre. L'opportunité, c'est la rencontre. La bactérie n'a pas de problème avec la lumière avant de rencontrer la lumière, parce que pour elle, il n'y a pas de lumière. C'est donc la même chose que le surgissement de la bactérie pourvu d'un appareil oculaire. La rencontre de la lumière, le problème avec la lumière, l'opportunité de la lumière. Le temps de l'animal, c'est le temps opportun comme temps de la rencontre. Dans le cas de la bactérie, de Popper, de la rencontre avec la lumière. Et c'est donc l'événement d'un plan sur lequel l'animal s'ouvre à la connexion de l'eau et de la lumière. L'animal n'est pas préalablement inséré dans un environnement à l'intérieur duquel il saisirait d'une opportunité. Pour qu'il se comporte avec la lumière de manière opportune, pour qu'elle lui soit une ressource, il faut qu'ait surgi le plan de la rencontre comme le plan d'une vie qui s'épanouit selon un double rapport à l'eau et à la lumière. C'est cette rencontre, le temps de cette rencontre, que nous désignons du nom de Kairos. On dira pourquoi cette dimension du Kairos? Pourquoi la rencontre? On supposera alors une succession temporelle pour y inscrire un changement, et un ordre, c'est-à-dire une nécessité pour en rendre raison. Le Kairos est sans pourquoi, c'est le mode chaque fois singulier du surgir de Aion. Et dès lors, le surgissement du plan, par exemple le plan de la photosynthèse bactérienne, constitue chaque fois le plan du surgissement. Le surgir est donc multiple, il est chaque fois singulier à travers un plan et comme un L est le virtuel. Aion, cela se laisse encore dire, le virtuel. Kairos, cela se laisse dire, l'événement comme actualisation singulière du virtuel. Ce que nous avons désigné du terme de possibilisation, ou déploiement du possible, c'est l'actualisation du virtuel, c'est-à-dire la conjonction sans priorité ontologique des apostrophes Aion et de Kairos. Mais ces deux niveaux, causes impliquées, ne constituent pas le temps en général, mais le temps de l'animal, comme individuation. Le temps du vivre animal. Et il faudra accéder au temps de l'animalité de ce vivre, comme individuation. Caractérisons le vivre. Et laissons-nous encore guider par la bactérie de Popper. Elle résout un problème, par l'invention d'un organe qui assure une double fonction sensitive et nutritive. Si l'occurrence de l'animal, c'est celle du plan de sa rencontre avec la lumière, ce n'est pas la solution qui est inventée, c'est le problème. Mais ce n'est pas la bactérie qui invente le problème, en qualité de sujet, c'est le vivre qui se problématise sous les conditions de la lumière comme obstacle, c'est-à-dire comme problème. Arrêtons-nous sur les termes de conditions et d'obstacles. Quand nous disons que la lumière conditionne la vie d'un organisme, nous voulons dire que sans elle, cet organisme périrait. Nous voulons dire que l'organisme compte sur la lumière, que la lumière assure la vie de l'organisme. Et cette assurance, à son tour, suppose que la lumière soit constamment disponible. La rencontre de l'organisme et de la lumière, c'est donc l'événement d'un plan sur lequel la lumière est pour l'organisme vivant comme ressource disponible. Et c'est l'événement d'un plan sur lequel l'enjeu pour l'organisme, c'est de n'être pas détruit. C'est de ne pas périr. De là plusieurs conséquences. 1. Les conditions,
en qualité de condition vitale, animale, ou l'événement de ce plan, c'est le surgissement, c'est l'événement de conditions stables. 2. Si les ressources, la lumière, l'eau sont des conditions, la ressource assure conditionnellement la vie de l'organisme. De là que les conditions sont d'emblée des obstacles, probléma. Mais tout aussi bien, les obstacles constituent-ils des dangers conditionnels, les obstacles sont des conditions. Il y a donc une problématisation vitale. Le surgissement de l'animalité, c'est le vivre, en son occurrence chaque fois singulière comme plan d'une problématisation. Il ne s'agit pas seulement de ne pas périr. Le surgissement est arrivé, venu, le vivre est d'avance projeté vers l'avenir, il est cette projection, vivre c'est avoir à vivre. Toute rencontre est obstacle à franchir pour le vivant, et condition de son vivre. Le problème de la bactérie, dans les conditions de la photosynthèse, c'est de s'exposer et de se retirer à temps, c'est d'affronter la possibilité que la lumière soit tantôt ressource, tantôt obstacle. Cela veut dire être en rapport avec la conditionnalité de la ressource, et avec la variation propre à la condition vitale qui fait qu'elle se décline sous la double modalité de la ressource ou de l'obstacle. Et dès lors, obstacle ne désigne pas une valeur négative, mais simplement ceci, que pour le vivant, dans la mesure où il vit et se rapporte à son vivre, quelque chose surgit accidentellement dans son champ de présence et à ce titre constitue un enjeu pour sa vitalité. Alors, nous entrevoyons l'accès à l'individuation. Nous l'avons vu, l'individu actualise le genre. Le genre, c'est l'animalité en son vivre se déploie comme projet. Dès que nous avons dit déploiement, nous avons étendu son temps, c'est-à-dire la singularité de son surgissement, l'événement qu'il est, en une phase. Sans préjuger d'une longueur de temps. L'individuation est genèse, la genèse porte en elle le périr. Ce déploiement est à être, à venir. L'individuation est croissance, mais le croître porte en lui la possibilité de la décroissance. On ne peut croître sans être autre. L'individuation, transformation constitue la modalité de la formation. Or le plan de l'individuation est le plan de la rencontre, des éléments, des conditions, des choses. Celles-ci renvoient les unes aux autres, forment des connexions et se disposent dans un jeu d'écart. L'individuation est située parmi les choses. Il n'y a pas d'existence préalable de l'environnement. L'individu a un milieu parce qu'il est au milieu des choses. Un milieu se forme comme milieu de la rencontre. L'individuation est déplacement. Le déplacement engage une spatialité, il est indissociable d'un espacement. C'est pourquoi l'enjeu de la photosynthèse bactérienne, ce n'est pas seulement s'exposer et se retirer à temps, mais le lieu même du retrait. On aura identifié les catégories sous lesquelles se laisse penser le mouvement. Genèse, croissance, altération, déplacement. L'individuation, c'est la problématisation du vivre sous les conditions de la mobilité. Celle-ci actualise le plan vital du surgissement. La mobilité, c'est l'ensemble des conditions de la problématisation du surgir, en l'occurrence de son plan, ou encore, de la problématisation de l'événement. C'est sous la modalité du vivre, comme projet, que l'événement, le surgir dans la singularité de ses occurrences, se problématise. Et la problématisation a chaque fois le caractère d'un plan. Nous n'avons pas encore atteint l'animalité du vivre, tant que nous n'avons pas envisagé le rapport du vivant à son vivre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.